2. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le chef de la CAQ a froissé beaucoup de gens au cours des dernières semaines à cause de son attitude intransigeante. Début avril, il a pris parti pour l'employeur dans le conflit de travail privé à l'aluminerie Bécancour. Il a, par le fait même, court-circuité les efforts de son ministre du Travail. Le 1er mai, il en a remis une couche en demandant à l'ensemble des syndicats du secteur manufacturier de se montrer raisonnable. La semaine dernière, il s'est surpassé. Son gouvernement a d'abord annoncé un prolongement du REM sans impliquer l'ensemble des instances concernées, ce qui a frustré la Ville de Montréal. Il a aussi lancé que le réseau de transport structurant de Québec ne verrait pas le jour dans sa forme actuelle en rejetant la faute sur le gouvernement fédéral, ce qui a frustré la Ville de Québec. Le chef de la CAQ s'est pointé aux assises annuelles de l'Union des municipalités. On s'attendait à ce qu'il salue le travail des élus municipaux, mais il a plutôt critiqué les salaires. De plus, il a profité de sa tribune pour leur annoncer que le pacte fiscal se ferait à coup nul. C'est donc dire qu'il leur donne d'une main pour leur reprendre de l'autre. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer en quoi sa stratégie de confrontation avec tout le monde est profitable pour l'ensemble des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on va prendre les dossiers un par un. ABI, ce que je comprends, c'est que le chef du Parti libéral est d'accord pour la demande du syndicat d'avoir 10 000 heures de libération syndicale. Le chef du Parti libéral est d'accord pour que l'employeur finance plus de 60 % du fonds de pension. Ce que je comprends, c'est que le chef du Parti libéral n'est pas d'accord avec ce qu'a fait son propre parti en demandant à la Caisse de dépôt de faire une analyse de transport en commun par train électrique à Montréal. Ce que je comprends, c'est que le chef du Parti libéral... Le premier ministre connaît nos règles. Le chef du Parti libéral est le chef de l'opposition officielle ici dans cette Assemblée. Je lui demande qu'on l'appelle par son titre. Monsieur le Premier ministre, veuillez. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le Premier ministre répond à la question. Laissons le Premier ministre répondre. Messieurs et tous, s'il vous plaît, veuillez poursuivre. Titre, effectivement, c'est par les titres que l'on se nomme. On doit s'appeler de cette façon. Alors faisons-le comme la règle prévoit. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on se souvient que le gouvernement libéral a annoncé un projet de transport structurant à Québec de 3 milliards. 1,8 milliard qui serait financé par le gouvernement du Québec. On a livré la marchandise. 1,2 milliard qui devait être financé par le gouvernement fédéral. Il y a seulement 400 millions qui ont été livrés par le gouvernement fédéral. Maintenant, concernant le pacte fiscal, le chef de l'opposition officielle sait très bien que ce qui a été proposé par tous les partis, c'est d'échanger un point de TVQ contre l'équivalent des transferts municipaux, donc à coût nul. En tout cas, sinon, je n'ai jamais vu dans le cadre financier du Parti libéral qu'il y avait un coût d'associé au pacte fiscal. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. C'était 1 point à la ligne que l'on remettait aux municipalités. Donc, chicane avec le fédéral, chicane avec la Ville de Montréal, chicane avec la Ville de Québec, les commissions scolaires, les syndicats et avec les maires du Québec. Ces déclarations, d'ailleurs, de jeudi dernier ont valu un accueil très froid à sa ministre des Affaires municipales lors des assises de l'UMQ. Est-ce que le chef de la CAQ admet que son intransigeance n'a pas aidé sa ministre à développer ses relations avec les élus municipaux du Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je me souviens très bien d'un chef qui s'appelait Philippe Couillard, qui, devant l'UMQ, a dit qu'il échangerait l'équivalent d'1 point de TVQ contre le même montant de transfert du Québec vers les municipalités. Il n'y a aucun parti politique qui a prévu qu'il y aurait, comme le demande l'UMQ, 700 millions de dollars par année de bonification dans le pacte fiscal. Donc, si le chef de l'opposition officielle prévoit qu'on ajoute 700 millions de dollars par année, est-ce qu'il peut me donner le début du commencement de où on prend cet argent-là? Deuxième complémentaire, la parole appartient au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le gouvernement a refusé la semaine dernière même de consentir à payer ses taxes municipales sur les immeubles qui appartiennent au gouvernement du Québec. Ça représente 130 millions, alors que le gouvernement a terminé
l'année financière avec 4 milliards de surplus, peut-être même 5 selon ce qu'on voit. Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit d'une question d'équité. Pourquoi avoir rejeté une telle proposition sans même en discuter? Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, je me souviens très bien, durant la campagne électorale, d'être allé à une réunion de l'UMQ. On m'a demandé si je m'engageais à payer les enlieux de taxes pour les bâtiments municipaux et ma réponse était non. Donc, Monsieur le Président, ce que je veux répéter aux Québécois, c'est que le gouvernement de la CAQ va respecter 100 % de ses engagements électoraux. Donc, là-dessus, je sais que c'est un peu surprenant pour le Parti libéral, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on voit qu'on s'embarque pour de longues chicanes. Entre 2015 et 2018, ce sont 677 projets d'infrastructure qui ont été réalisés conjointement avec Ottawa. Depuis l'arrivée du gouvernement, savez-vous combien il y en a eu? Seulement 6. Est-ce que le premier ministre s'engage à laisser de côté son goût des chicanes et à travailler pour que les projets se concrétisent au bénéfice des citoyens? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a un gouvernement qui gère de façon efficace. On n'annoncera pas des projets d'infrastructure qui sont bâclés. On vient de découvrir que dans le projet de la ligne bleue, le gouvernement libéral a sous-estimé le projet de 500 millions. C'est vrai que le Parti libéral n'aime pas les chicanes. C'est pour ça qu'ils ont donné 1 milliard de dollars de trop aux médecins spécialistes. C'est pas comme ça qu'on va gérer les finances du Québec. Question principale, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Les relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont pris une tournure inquiétante avec une véritable foire d'empoigne publique, une chicane orchestrée de toutes pièces par le gouvernement du Québec selon le gouvernement fédéral. Les projets d'infrastructure sont paralysés. Sous notre gouvernement, ce sont 677 projets qui ont été bouclés avec Ottawa. Depuis l'arrivée de la CAQ, seulement 6 projets ont vu le jour. Le financement du tramway de Québec bloqué, l'annonce de 52 millions pour des infrastructures d'eau à Montréal bloqué, le renouvellement du programme TEC pour les municipalités bloqué. Il y a de l'argent disponible et des projets sur la table auxquels les Québécois tiennent. Le rôle du gouvernement, c'est d'asseoir les gens autour de la table, se retrousser les manches, faire valoir les intérêts du Québec et trouver des solutions, pas de se braquer contre le fédéral. Quand on voit des projets importants pour nos régions et nos villes paralysées, le cumul des conflits, on est en droit de se demander, Madame la ministre des Relations canadiennes, quel est votre plan pour mettre de l'avant les priorités des Québécois? Madame la ministre de la Justice. Alors oui, merci, Monsieur le Président. Merci de me donner également l'occasion de répondre à ce type de questions, sûrement sur les relations canadiennes. Vous savez, Monsieur le Président, on ne bloque rien. On discute de façon responsable, on discute de façon posée. D'ailleurs, le ministre Champagne des Infrastructures l'a dit hier au sortir de son annonce, qu'il y avait effectivement des discussions entre nous qui allaient bon train. Vous savez, les intérêts supérieurs du Québec, on va les défendre également. On ne fera pas des annonces pour le plaisir de faire des annonces, comme annoncé 9 fois d'ailleurs, une annonce qui a déjà été faite dans le cas de l'autoroute 19. On va s'assurer que nos projets sont bien ficelés. On va s'assurer que les compétences du Québec sont respectées également. On va s'assurer que les gens reçoivent l'argent qui leur est dû du fédéral, mais en bonne et due forme et dans l'ordre. Première complémentaire, Monsieur le député de Vimont. En mars 2018, nous avions confirmé le prolongement de la 19. La CAQ était contente, même il voulait qu'on aille plus vite. Or, nous apprenons maintenant qu'il revoit le projet et bloque les discussions avec Ottawa. Tellement qu'hier, le fédéral a annoncé sa participation sans le Québec. L'intérêt des gens de Laval et de Laurentides, c'est de voir le projet se réaliser rapidement, et ça, sans chicane. Qu'est-ce qu'on attend du côté gouvernemental pour avancer ce projet? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le député était au pouvoir pendant les dernières années. Entre ce qui était proposé initialement par le gouvernement libéral au début de l'année 2018 versus ce qui a été annoncé par Philippe Couillard en avril 2018, le projet a changé. Il y a eu des changements. Donc, dans ces conditions, vous comprendrez qu'on est à peaufiner le dossier d'affaires. On ne va rien précipiter, on va le faire en bonne et due forme. Et dans ces circonstances, je peux garantir aux gens de Bois-des-Filions et de Laval que le projet va se faire, mais on ne va pas l'annoncer une 9e fois. On va le faire en bonne et due forme, puis quand on sera prêt, on le fera. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. Madame la députée de Maurice-Richard, vous êtes la seule à qui appartient la parole.
Merci, M. le Président. Alors, le projet d'autoroute 19 que nous avons annoncé l'année dernière comprenait des voies réservées pour le transport collectif afin d'offrir une alternative à l'utilisation solo de la voiture. Avec les déclarations confuses du ministre et de son attaché de presse et l'attitude négative du gouvernement face au fédéral, on se questionne sur leurs véritables intentions. Est-ce que le ministre peut nous confirmer que les voies réservées déjà prévues sur la 19 ne seront pas victimes de la chicane qu'entretient la CAQ avec le fédéral et qu'il fera bel et bien partie du projet? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, il y aura du transport en commun. Il y aura donc une voie réservée en bonne et due forme, le covoiturage, sur cette autoroute 19. Dans les circonstances, je l'ai mentionné, il y a une somme de 260 millions du fédéral qui a été annoncée hier. Comme je l'ai mentionné, on est à peaufiner le dossier d'affaires, encore une fois, en bonne et due forme. Quand nous sera prêt, que le Conseil des ministres aura donné son aval, on fera cette annonce en bonne et due forme. Merci, Mme. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, merci, M. le Président. Alors, lorsque le ministre de l'Immigration a annoncé qu'il déposait un nouveau projet de loi pour l'immigration, on a tous décrié le fait que 18 000 dossiers allaient être simplement jetés à la poubelle et ne même pas être regardés. Il a fallu l'intervention de la Cour, M. le Président, pour forcer le ministère et le ministre à revoir cette position et faire en sorte que les dossiers allaient être traités. Ce qu'on apprend aujourd'hui, par contre, c'est que contrairement à ce que l'on pensait, au lieu de traiter avec une moyenne générale le nombre de dossiers, on traite 1 000 dossiers de moins par mois au ministère de l'Immigration. En plus, au lieu de faire avoir un taux de rejet de 50 %, c'est un taux de refus de 85 %. En fait, ce qu'on est en train de décoder, c'est que le ministre ne suit pas ce qui s'est fait par le passé. Alors, la question est simple. Est-ce que le ministre est en train de faire de manière indirecte ce qu'il ne peut pas faire de manière directe, c'est-à-dire se débarrasser des 18 000 dossiers? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a plusieurs choses dans ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne a dit aujourd'hui, mais la première des choses, c'est le fait que le rythme du ministère de l'Immigration relativement au traitement des dossiers est le même qu'avant le dépôt du projet de loi. Et on a eu la chance d'avoir un échange lors des crédits budgétaires suite à une question de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, et ça a toujours été le même nombre de dossiers qui est traité. Relativement au nombre du taux de refus, Monsieur le Président, eh bien, ce sont des dossiers qui sont refusés. Généralement, en moyenne, dans le programme régulier de travail qualifié, c'est 50 %. Le taux de refus est le plus élevé parmi les dossiers qui ont été analysés jusqu'à maintenant. Mais chose certaine, Monsieur le Président, on continue de traiter les dossiers comme la Cour nous l'a demandé. C'est ce que nous faisons jusqu'à l'adoption du projet de loi numéro 9, qui d'ailleurs est un excellent projet de loi, Monsieur le Président, pour améliorer la situation des personnes immigrantes et déployer des ressources, et ce, dès l'étranger. Parce qu'il faut se le dire, Monsieur le Président, ce que je suis en train de faire présentement, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de réparer le système d'immigration du Parti libéral qui a été bâclé et pour lequel on ne s'est pas occupé, qu'on n'a pas investi les sommes. Mon collègue des Finances a choisi d'investir 146 millions de dollars par année pendant 5 ans, 730 millions de dollars. C'est du jamais vu dans le cadre de l'immigration. On va moderniser le système au bénéfice des personnes immigrantes et de l'ensemble des collectivités québécoises. Vous devriez être fiers de ce qu'on fait. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est jamais une bonne nouvelle quand le ministre reprend sa cassette, Monsieur le Président. 1 000 dossiers de moins par mois. Un taux de refus qui est passé de 50 % à 85 % et le ministre n'a pas l'air de prendre cette situation-là au sérieux. Est-ce qu'il a posé les questions à son ministère? Pourquoi est-ce qu'on est rendu avec ces chiffres-là? Il doit avoir une raison, une explication. Quelle est-elle? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, tel que le mandaté la Cour, on traite le nombre de dossiers qui étaient prévus avant le dépôt de l'injonction interlocutoire provisoire. On a poursuivi le traitement régulier des dossiers. Alors, Monsieur le Président, les dossiers sont analysés sur dossier. Il faut se le rappeler, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on fait notamment dans le projet de loi 9? On s'assure de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inventaire au Québec relativement au nombre de dossiers, parce qu'on parle de 18 000 dossiers présentement, mais on oublie de mentionner du côté du Parti libéral qu'ils ont également créé 40 000 dossiers à Ottawa qui sont en attente de l'émission de la résidence permanente. Donc, avec le Parti libéral, c'était ça. Premier arrivé, premier servi. On regardait, on s'assurait d'avoir une pile de dossiers uniquement pour la flipper à Ottawa, pour s'assurer que les délais soient encore plus longs pour les personnes immigrantes. Nous, on va changer ça, on va améliorer le système. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le ministre du Travail montrait l'importance d'avoir des personnes aînées qui restent sur le marché du travail, contribuant ainsi au développement économique. Mais ce que fait le ministre de l'Immigration, c'est totalement l'inverse. Dans le nouveau système Arima, on ne traite aucun dossier. Dans l'ancien système, on réduit le plus possible le rythme de traitement des dossiers. En fait, c'est la paralysie au sein du ministère de l'Immigration. Comment est-ce qu'il peut conjuguer ce qu'il fait avec le développement économique du Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. La paralysie, elle est du côté du Parti libéral. Ça fait plus de 20 heures qu'on est en étude détaillée pour le projet de loi numéro 9. On a adopté 2 articles.
Pouvez-vous regarder les gens, là, ici, les gens du milieu économique, les entrepreneurs, les gens qui habitent dans les différentes régions, qui ont besoin de main-d'œuvre, des municipalités où les gens quittent les municipalités parce qu'il n'y a pas d'activité économique et leur dire, vous ne voulez pas qu'on améliore le système d'immigration pour amener des gens dans les différentes régions. Il y a des jobs qui sont disponibles dans toutes les régions du Québec. Il y a 118 000 postes. L'immigration peut construire une solution. C'est ce qu'on fait avec le projet de loi numéro 9. Et vous décidez de prendre votre temps. Tout votre temps, Monsieur le Président. Ça serait le temps que la députée de Saint-Anne agisse et qu'elle adopte le projet de loi. Question principale, Madame la députée de Joliette. Je vous demanderai à tous et à toutes votre attention, s'il vous plaît. La parole appartient maintenant à la députée de Joliette pour sa question. Depuis des semaines, nous demandons au ministre de l'Éducation d'exclure du projet de loi 12 permettant certains frais pour le matériel scolaire les éléments qui concernent les projets pédagogiques particuliers. La semaine dernière, en commission parlementaire, le ministre, à court d'arguments pour rejeter notre demande, a tenté de justifier son refus en avançant que la situation actuelle concernant les frais pour les projets particuliers est illégale. Or, ce qui devait arriver arriva, et nous apprenons ce matin qu'un nouveau recours collectif est en branle, cette fois pas pour le matériel scolaire, mais précisément pour les projets particuliers. Donc, comprenons-nous bien, Monsieur le Président, ce que fait le ministre, c'est d'inviter l'Assemblée nationale à légiférer à toute vitesse pour rendre légal ce qui, de son aveu même, est illégal, de surcroît avec un recours qui est intenté par les parents. Le ministre peut-il faire la seule chose responsable dans le contexte et exclure de son projet de loi les éléments qui concernent les projets... Le ministre de l'Éducation. C'est bien, Monsieur le Président. Le projet de loi 12, c'est un projet de loi important. Et quand notre gouvernement, on l'a rédigé, c'est en suivant 3 principes, 3 valeurs cardinales. D'abord, la clarté, pour que maintenant la loi sur l'instruction publique soit interprétée partout de la même façon. Ces dernières années, les 72 commissions scolaires avaient chacune leur interprétation de la loi. Ça posait problème. Équité. Évidemment, si tout le monde l'interprète de manière différente, il peut y avoir des inéquités d'une région à l'autre. Accessibilité, parce qu'avec l'adoption de ce projet de loi-là, il y aura plus de gratuité qu'avant et nos écoles seront plus accessibles. Il y aura moins de frais qui seront chargés aux parents. Finalement, sur la question d'un éventuel, peut-être, recours collectif, je veux rassurer ma collègue, il n'y en aura pas, j'en suis convaincu, parce que l'entente hors cours qui a été signée, qui nous a coûté d'ailleurs bien assez cher, eh bien, elle couvrait les services éducatifs et donc les possibles recours en vertu de projets pédagogiques particuliers. Ceci étant dit, regardons de l'avant, réparons le système et offrons ce qu'il y a de mieux à nos enfants. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Mais là, j'ai un peu de mal à suivre le ministre, Monsieur le Président. La semaine dernière, il nous a dit que c'était illégal, donc il fallait légiférer dans la plus grande précipitation parce que c'était illégal ce qui se faisait en ce moment en facturant. Là, il nous dit non, inquiétez-vous pas, il n'y en aura pas de recours collectif. Là, soudainement, c'est plus illégal du tout, il n'y en aura pas, l'entente prévoit tout ça. Bien, si soudainement, ce n'est plus grave, puis il n'y en a pas de risque, pourquoi, justement, on ne prend pas le temps de faire le débat correctement sur l'école à 2 vitesses au Québec en excluant ces éléments-là? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, expliquons les choses correctement. Il y a eu un recours collectif dû à la négligence du Parti libéral et du Parti québécois qui se sont succédés depuis 2007. Vous avez fait un petit certain temps, vous n'avez rien corrigé pendant que vous avez été là. Depuis 2007, se sont succédés sans clarifier, sans corriger la loi. Il y a eu un recours. Leur négligence nous a coûté 153 millions. Cependant, dans l'entente hors cours, on couvrait aussi les services éducatifs, donc les éventuels recours contre des projets pédagogiques particuliers. Mais ça réglait le passé. Si on laissait cette absence de clarté, ce flou perdurer encore, on s'exposait à un autre recours collectif futur. C'est ça qu'on a réparé. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Alors, le ministre vient de redire que si on laissait la situation comme telle, on s'exposerait à un recours. Or, du fait qu'il a déclaré la semaine dernière que la situation était illégale, bien, il est là, le recours. Il est intenté et on l'apprend aujourd'hui. Alors, est-ce que le ministre peut comprendre qu'alors que nos justifications étaient déjà énormes pour demander de retirer ça du projet de loi, pour qu'on ait le temps de faire le débat public sur la question de l'école à 2 vitesses, de la ségrégation scolaire, elles sont encore plus importantes alors qu'il y a un recours maintenant? Est-ce qu'il peut exclure... Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, s'il fallait que l'on exclue
les projets pédagogiques du projet de loi à ce moment-ci, on risquerait quoi? Bien, on risquerait à ce que des jeunes qui se sont inscrits en sport-études, en arts-études, dans des profils sciences, dans des profils artistiques, ne puissent pas suivre leur parcours l'an prochain parce que les crédits ne permettant pas de financer cette gratuité qui pourrait coûter des centaines de millions de dollars, eh bien, il y aurait des programmes particuliers qui fermeraient. Ah, les jeunes aiment ces parcours particuliers, les enseignants les aiment, les parents les demandent, et ma collègue me demande de fermer la porte et de diminuer l'attrait de notre réseau public. On n'ira pas là. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre se décrit comme un deal maker. C'est drôle parce que dans les derniers mois, c'est pas tout à fait ça que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est surtout une propension à défaire des deals qui ont déjà eu lieu, et le réseau structurant de transport collectif, le Tramway de Québec, en est un exemple. Le réseau structurant de Québec, c'est un projet d'infrastructure, un des plus ambitieux de la prochaine décennie, et en fait, c'est même une étape incontournable pour nous permettre de faire le virage nécessaire en matière de transition énergétique, ici même au Québec, et ça aurait dû être sur les rails il y a déjà longtemps. Le deal du tramway, ce n'est pas juste quelque chose qui appartient à la Ville de Québec, c'est un deal pour l'ensemble de la région de Québec, mais en seulement 7 mois, Monsieur le Président, le premier ministre a réussi à défaire ce deal-là. Un jour, c'était de la faute du fédéral, l'autre jour, c'était la faute de Montréal, puis jeudi dernier, c'est parce que le projet était trop gros. Monsieur le Président, on a un projet clé en main, l'argent est là pour le financer, on sait que les besoins sont urgents, puis la population a le hâte que ça arrive. Le premier ministre peut-il arrêter de chercher des problèmes où il n'y en a pas et s'engager à réaliser le projet structurant dans sa version intégrale, maintenant, pas dans 4 ans? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le projet de réseau structurant à Québec, c'est un beau projet. C'est un projet qu'on doit réaliser le plus rapidement possible. C'est un projet de 3 milliards de dollars. Et ce qui avait été prévu comme financement, c'est que le gouvernement du Québec investisse 1,8 milliard. Ça a été annoncé dans le budget. C'était prévu que le gouvernement fédéral investisse 1,2 milliard. Or, il y a 2 fonds du gouvernement fédéral qui peuvent financer le 1,2 milliard. Il y a un fonds pour le transport en commun. Le gouvernement fédéral nous dit, pour Québec, vous ne pouvez pas prendre plus que 400 millions. Il y a un deuxième fonds qui s'appelle Infrastructure verte, un fonds de 1,8 milliard pour l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, le gouvernement fédéral nous dit, prenez-en 800, donc 44 seulement pour la Ville de Québec. Est-ce que la chef de Québec solidaire trouve ça équitable pour les autres municipalités au Québec qu'on prenne 800 millions, donc 44 du fonds d'infrastructure verte, pour une seule municipalité? Donc, je voudrais qu'elle nous dise, qu'elle nous indique comment elle voit ça. Complémentaire. Madame la députée de Tachereau. Merci. Ce 800 millions-là, il était déjà supposé aller là. Le deal, la CAQ l'a défaite. Puis le premier ministre, depuis le début, chaque fois qu'il en parle du 800 millions, il mêle le monde, puis il a assez réussi, on peut lui donner ça. Sauf que contrairement à ce qu'il dit, l'argent du fédéral, il est là, puis c'est la CAQ qui dit « Moi, ça me tente plus de le prendre dans ce projet-là, je veux le mettre ailleurs. » Sauf que quand on lui demande où, dans quel projet, la CAQ nous répond pas. Fait que là, pourquoi se garder de l'argent fédéral pour des projets pas prêts quand il y en a un qui était ses rails, qui est vital pour Québec, puis que tout le monde en ville qui a une tête ses épaules? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. S'il vous plaît. Alors, je vais vous demander, député, de vous interpeller. La réponse, maintenant, appartient au Président du Conseil du Trésor, qui que l'on soit. Alors, collaboration, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup la question de la députée de Tachereau parce qu'en fait, il faut préciser, nos citoyens qui nous regardent aujourd'hui sont probablement assez mêlés de ces différents discours-là qui sont tenus au niveau du fédéral pour dire l'argent est là. C'est un choix que le Québec a de prendre l'argent dans les programmes du fédéral pour répondre aux besoins de nos citoyens. Nous avons plus de 800 millions de projets de différentes municipalités
qui peuvent être pris pour le fonds d'infrastructure verte. Alors, quand on dit que le fédéral nous dit que cet argent-là est disponible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'il est disponible dans ces fonds-là parce que ces fonds-là sont déjà commis à des projets dans des municipalités. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taschereau. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir quel projet? Pourquoi il y a un projet qui est tout prêt, il y a des centaines de millions qui ont été mis là-dedans, il était lancé, on en a besoin, vous l'arrêtez pour dire on a d'autres projets puis on ne sait pas c'est quoi? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Ça fait plaisir de participer aux discussions, si vous le voulez, parce qu'à l'intérieur du PQI, on a déjà montré plusieurs projets qui étaient intéressants, qui ont été soumis par les différentes municipalités et qui vont être fournis et déposés au fédéral. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas de projets, on en a plusieurs, même plus que pour 800 millions. Alors, voilà. Merci. Question principale, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier, 200 personnes étaient réunies dans le cadre du Forum Jeunes et santé mentale. Des jeunes, des proches, des experts et des organismes communautaires étaient présents. La ministre de la Santé a commencé son discours de clôture en disant « On débute un nouveau cycle en santé mentale, on prend un virage, et ça, partout au Québec ». Elle annonce 20 millions de dollars pour diminuer les listes d'attente en santé mentale chez les jeunes. Je salue cet investissement. Mais la vraie question qui se pose alors est celle-ci. Comment va-t-on réussir à diminuer les listes d'attente alors que, 1, les professionnels du réseau sont déjà surchargés, 2, le système fait aussi face à une pénurie de main-d'œuvre importante et les professionnels qui pourraient venir en renfort sont quasi impossibles à trouver, et 3, une fois l'évaluation faite, qui pourra prendre en charge ces jeunes dans un système déjà lui-même engorgé? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de me poser la question parce qu'effectivement, nous avons eu une excellente journée hier, un excellent forum, et je souligne d'ailleurs la participation de mes collègues des oppositions, des partis d'opposition et de plusieurs députés de l'Assemblée nationale, de notre gouvernement. Nous avons eu l'occasion d'entendre plusieurs jeunes qui ont été touchés par des problèmes de santé mentale, mais aussi des proches aidants, des parents qui ont aidé des membres de leur famille, mais aussi qui, malheureusement, ont perdu des membres de leur famille suite à un suicide. Il y avait là également des experts, des intervenants, des psychiatres, des organismes communautaires. Nous avons eu vraiment beaucoup de recommandations importantes pour la suite des choses et nous allons nous inspirer de ces recommandations pour vraiment faire les ajustements au niveau là, du programme de santé mentale, donner le bon service à la bonne personne, vraiment en lien avec ce dont elle a besoin. Alors, oui, nous allons investir 20 millions pour donner des services à des gens qui sont sur une Première liste d'attente. complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Le psychiatre Olivier Farmer, expert invité par la ministre, a suggéré une intervention applicable dès maintenant, celle de faire le pont entre la communauté citoyenne et les services en santé mentale. Il suggère de former tout de suite des équipes interdisciplinaires qui iraient directement là où se trouvent les jeunes pour faire du dépistage et du repérage, par exemple dans les écoles, et qui pourraient initier immédiatement une intervention. La ministre a les moyens et les pouvoirs d'agir dès maintenant. Que fera-t-elle? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, d'ailleurs, le forum était une initiative de mon collègue également, ministre délégué de la Santé et des Services sociaux, et de moi-même. Et nous avons été très à l'écoute des besoins des jeunes et effectivement, nous allons prendre des mesures telles que suggérées par le docteur Farmer, certainement, pour agir tôt. Pour vraiment faire de la prévention auprès de nos jeunes, c'est très important. Mais c'est aussi important de donner accès à des services. Quand on a un budget disponible, de ne pas laisser les gens sur une liste d'attente, à attendre des services tels que le gouvernement précédent a fait. Il a laissé des gens sur une liste d'attente. Nous agissons, nous donnons des services. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Oui, on est dans le ton des services. C'est très bien pour ma deuxième complémentaire. Toujours dans son discours de clôture, la ministre nous a promis des résultats rapides en mettant en place des services de proximité adaptés à la situation des jeunes par un accès gratuit aux services requis par leur État, notamment l'accès gratuit à la psychothérapie.
La ministre peut-elle nous confirmer aujourd'hui devant cette Assemblée qu'elle rendra gratuit et rapide, dès le printemps 2020, l'accès à la psychothérapie pour tous les patients nécessitant ce type de suivi? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, on va même rendre disponible ce service avant le printemps 2020. C'est ce que je dis. On va investir 20 millions dès maintenant, déployer des services dans les prochains mois pour donner accès à des services de psychothérapie aux personnes qui attendent sur la liste d'attente. Alors, ces services, nous allons les donner en prenant des mesures avec de la main-d'œuvre qui va être disponible. Alors, ce sera important, évidemment, pour les gens qui attendent sur une liste d'attente, d'avoir ces services le plus tôt possible. Question principale, s'il vous plaît, Monsieur le député. La parole appartient maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine pour sa question principale. Merci, Monsieur le Président. Dans sa volonté de déréglementer l'industrie du taxi à toute vitesse, le ministre des Transports plonge l'ensemble des intervenants concernés dans la noirceur la plus totale. Les représentants de l'industrie du taxi, des usagers du transport adapté, de la Ville de Montréal, des institutions financières, tous ceux qui sont venus à la commission parlementaire qui s'est terminée hier ont proposé soit le retrait pur et simple du projet de loi ou des amendements majeurs. Tous ou à peu près, sauf Uber. Pour Uber, il est parfait. Il est évident que le projet de loi a été fait sur mesure pour la multinationale étrangère et c'est semblable. Une multinationale qui cumule 9 milliards de dollars de déficit, une entrée en bourse catastrophique la semaine dernière, c'est un modèle d'affaires qui est remis en cause et qui va entraîner immanquablement soit une hausse du coût pour l'usager, soit une baisse de la qualité des services, ou soit la réduction des conditions de travail des chauffeurs, ou les trois. Alors pourquoi dérouler le tapis rouge? Pourquoi sacrifier l'industrie locale pour les multinationales? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le projet de loi 17 a été déposé en premier lieu, je l'ai maintes et maintes fois mentionné, pour l'usager, pour le client. Ce projet de loi a été déposé pour être capable, vous le savez, en premier lieu, de moderniser l'industrie du taxi, réduire les charges fiscales, administratives, réglementaires de l'industrie du taxi. L'industrie du taxi fait la grande majorité des courses au Québec. Je l'ai maintes et maintes fois mentionné. On parle en moyenne 50 millions de courses par année. 40 millions de ces courses sont faites par le taxi traditionnel. Et cela va continuer le lendemain. Le transport adapté, on va protéger encore une fois donc ce service qui est donné aux plus démunis, aux personnes handicapées. Comme on nous l'a mentionné encore une fois, ce service est important pour ces personnes dans les régions du Québec, à Montréal même. Encore une fois, il est donné en grande majorité par l'industrie du taxi qui fait un excellent travail, soit dit en passant. Maintenant, on veut donner des possibilités aux municipalités, aux services de transport en commun, de signer des ententes en abolissant les territoires d'agglomération. Vous le savez très bien, Monsieur le député. On a entendu d'innombrables organismes qui nous ont mentionné les difficultés pour à peu près 25 de ce service qui est soit inégal ou pas donné du tout. Dans les circonstances, je pense que le projet de loi 17 va répondre à ces besoins des personnes qui ont besoin d'un service partout au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. On aimerait vous croire, les sentiments sont positifs, mais vous nous demandez néanmoins de faire un saut dans l'inconnu. On n'a pas les résultats des projets pilotes. Le projet de loi 17 ne repose sur aucune analyse d'impact sérieuse. Le ministre vient de nous le dire encore une fois que tout va bien aller. Il nous demande de le croire sur parole. Il nous demande une profession de foi. Monsieur le Président, pourquoi le ministre refuse-t-il de faire des études d'impact sérieuses de son Monsieur le ministre des Transports. L'impact le plus important, Monsieur le Président, c'est de donner de la concurrence et de la transparence aux clients, à l'usager. Depuis les 40-50 dernières années, jamais l'industrie du taxi n'a été modernisée comme on le fait aujourd'hui. Monsieur le Président, il est important de baisser les charges administratives fiscales, pas au détriment de la sécurité ou de la formation. On a essayé de faire croire aux Québécois que soudainement, parce qu'on déposait cette loi, que la sécurité, c'était plus important, que la formation, c'était plus important, que la formation pour les gens qui utilisent le transport adapté, c'était pas important. Complètement faux. On va aller de l'avant, on va protéger l'industrie, on va protéger le transport adapté, encore une fois, au service de qui? Du client et de l'usager partout au Québec. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. En fait, ce qu'on essaye de faire croire aux Québécois, c'est qu'il s'agit de moderniser l'industrie alors qu'il s'agit de déréglementer. Or, les préoccupations dont on a entendu parler, ce sont celles de la formation, des services aux personnes à besoins particuliers, des services en région, et même dans la Ville de Montréal. La Ville tient à gérer l'offre et avec raison, en complémentarité avec les services de transport collectif. Ces enjeux-là ne se régleront pas par la main invisible du marché. Est-ce que le ministre peut reconnaître que les services de transport
la mobilité durable a besoin d'une Monsieur le gestion. ministre des Transports. Monsieur le Président, le député a mentionné qu'il fallait faire une clause Montréal. Dans les circonstances, vous m'avez entendu, Monsieur le Président, pour nous, les tenants aboutissants et les principes de cette loi sont importants. Oui, on va abolir les permis. Oui, on va abolir les territoires d'agglomération. Oui, on va abolir, donc, encore une fois, la possibilité de mettre tout ça sur de la tarification dynamique à Uber. On va le donner à tout le monde, même aux taxis qui nous le demandent depuis le début. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne le sont pas. Mais encore une fois, il est important d'améliorer l'offre partout sur le territoire québécois en abolissant les territoires d'agglomération, de s'assurer que le transport adapté soit donné en bonne et due forme partout au Québec, partout sur le territoire. Vous le savez, il y a des services qui sont inégaux au Québec. Il y a des territoires où il n'y a pas de transport adapté. Puis avec cette loi, on va donner ces possibilités de transport en commun et encore une fois aux municipalités. Question principale, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, le premier ministre a dit que le transport structurant à Québec, c'était un beau projet. Pourtant, c'est le premier ministre qui faisait une genre de déception en 3 temps la semaine dernière en disant d'abord à l'UMQ, on va trouver de l'argent pour le financer. Il a dit ici, à la période de questions, on cherche de l'argent pour le financer. Il est allé devant les médias leur dire, ça va vous prendre un plan B. Ça, c'est le premier ministre du Québec. Aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor dit, c'est le gouvernement du Québec qui décide. Il a raison. Mais le choix qu'a fait le gouvernement du Québec, c'est de priver Québec, la capitale nationale, de son projet de transport structurant. Parce que ce que fait le premier ministre en choisissant la bataille avec Ottawa, c'est de prendre le risque de perdre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, le premier ministre a perdu toutes ses batailles avec le fédéral. Mais le premier ministre a aussi fait en sorte que nous perdons à Québec la possibilité de réaliser rapidement ce projet si important pour le Québec. Maintenant, la question, c'est pour le ministre des Transports, Monsieur le Président. Il veut réaliser le projet par phase. Nous, on le veut en entier. Peut-il profiter de la tribune aujourd'hui pour nous dire qu'il va défendre le projet et le réaliser dans son entier? Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, je pourrais laisser la parole à mon collègue du transport, mais je voudrais préciser une chose avant d'aller dans le détail. L'entente que nous avons avec le fédéral, en ce moment, c'est une entente qui a été mal signée. Et mon collègue en face de moi, c'est lui qui l'a signé l'an dernier. Puis il faut réaliser que c'est un problème d'achalandage entre la Ville de Montréal et le reste des municipalités. Il y a plus de 72 % de ce programme-là qui est alloué à la Ville de Montréal. C'est un deal qui a été mal signé, très mal signé, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir ces argents-là, il faudrait le demander à la Ville de Montréal, qui, elle aussi, a beaucoup de projets en transport collectif. Alors, c'est important de rétablir les faits. Nous ne voulons pas questionner le projet. Nous voulons avoir les financements promis par le fédéral de l'ordre de 1,2 milliard sans en enlever aux municipalités qui ont tout aussi droit que Montréal. Alors, il faut revenir en arrière. Lorsqu'on a dit hier, c'est qu'on est en train de trouver des solutions, Monsieur le Président, pendant qu'on est pris avec cette entente-là qui a été très mal signée. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Gouverner, c'est faire des choix. Faire des choix, ça peut déplaire aussi. Vous avez la responsabilité, Monsieur le Président, ils ont la responsabilité de faire des choix et de sauver le projet. La capitale nationale a le droit à ce projet de transport structurant. C'est une occasion historique. On en a déjà parlé, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Il ne faut pas la manquer. Ce qu'a fait le premier ministre, ce que fait son gouvernement, c'est vivre d'incohérences depuis un certain temps. On a commencé en le soutenant. On a dit on va trouver l'argent. On a fini par dire ça prend un plan B. Et ce matin, c'était un projet par phase. On verra dans 4 ans. Monsieur le ministre des Transports, encore une fois, votre collaboration. Vous êtes le seul et qui appartient à la parole présentement. Monsieur le Président, le réseau structurant est un projet extrêmement important qui est en lien direct avec notre politique de mobilité durable au Québec. Dans les circonstances, le député le sait très bien, nous n'aurions pas signé cette clause d'achalandage que vous avez signée avec le fédéral. Maintenant, on doit vivre avec ce 5,2 milliards qui est basé selon la clause d'achalandage où il y a seulement 400 millions pour Québec. Maintenant, il y a 2,5 milliards de dollars qui sont sur la table présentement. Le premier ministre l'a mentionné, c'est 1,8 milliard du Québec, 400 milliards du fédéral et 300 millions pour Québec. C'est un projet important de 23 km de tramway, de 17 km de trambus. Dans les circonstances, ce projet va aller de l'avant. On va travailler avec le fédéral, on va travailler avec mon collègue du Trésor pour que ce projet puisse se faire. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, je suis content d'entendre le collègue ministre des Transports décrire le projet comme un bon projet. Mais maintenant, il faut passer à l'action. La question qui se pose, Monsieur le Président, c'est vont-ils faire ce qu'il se doit pour que ce projet se réalise ou va-t-il faire ce qu'il semble donner comme direction, Monsieur le Président, c'est-à-dire de le réaliser par phase, puis on verra. Est-ce qu'à la CAQ, on se contente d'un trajet d'autobus de plus, ou on souhaite avoir vraiment et réellement du transport structurant pour la Ville de Québec?
Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est un projet important qui devait répondre donc aux banlieues de Québec. Les dessertes où on va aller avec 17 km de trambus, c'est pour ça que ce projet se fait. On devait se connecter au troisième lien, c'est exactement ce que la Ville de Québec va faire aussi. Un projet de 3,3 milliards, c'est un projet immensément important. Et pour nous, ce projet doit se faire. Et je le répète aux oppositions, ce projet va se faire. Maintenant, il y a 2,5 milliards de dollars sur la table. On a la possibilité de renégocier la clause d'achalandage dans 4 ans. C'est ce que nous allons travailler avec les municipalités. C'est ce que mon collègue du Trésor va faire. C'est ce que le premier ministre va faire. Et je peux vous assurer que le réseau structurant, ce projet, va aller de l'avant et va se faire. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, hier, on a terminé les consultations sur le très improvisé projet de loi 17. La première chose qu'en ressort, personne n'a été consulté, ce qui n'est pas surprenant, venant d'un gouvernement idéologique. L'idéologie d'abord, déréglementons, tout va bien aller. En fin de compte, il reste 2 groupes après les consultations. Il y a celui des traités injustement. Imaginez, Monsieur le Président, des institutions financières sont venues nous dire que les propriétaires de permis de taxi sont traités injustement. Puis, il y a ceux des oubliés, non consultés, eux autres non plus, ceux qui sont en situation de vulnérabilité en raison d'un handicap, une limitation physique, intellectuelle, ou les deux. Même la CDPDJ, Monsieur le Président, pas plus consultée, elle non plus, est inquiète du projet de loi. Je cite, « Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement ne reconduit pas les dispositions de la loi actuelle ou n'offre pas de garanties équivalentes en vue d'assurer le respect des droits et libertés des périodes en situation de handicap. » Monsieur le Président, est-ce que le ministre va donner suite à la demande de la CDPDJ? Monsieur le ministre des Transports, à vous la parole. Monsieur le Président, on a rencontré avant le dépôt de cette loi près d'une quarantaine d'organismes. Vous le savez, je n'ai pas la prétention, mais je n'ai jamais dit que ce projet de loi, Monsieur le Président, nous n'allions pas le modifier ou l'amender. Il y a des propositions qui nous ont été mises sur la table pendant les 7 journées où on a eu des consultations. On a bien écouté. Je pense que le député de l'opposition a bien fait son travail aussi. Je peux l'avouer. Dans les circonstances, vous comprendrez pour nous qu'il est important de protéger le transport adapté, de s'assurer que les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées puissent avoir un service en bonne et due forme. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on va livrer, c'est ce qu'on nous demande, encore une fois, ce qu'on va donner comme possibilité aux municipalités, aux services de transport partout au Québec. En prenant des actions, une des principales, une des plus importantes, c'est d'abolir les territoires d'agglomération. Plus souvent qu'autrement, Monsieur le Président, on nous mentionnait jusqu'à quel point les municipalités ou les services de transport ne pouvaient pas signer d'entente avec d'autres sociétés qui pouvaient offrir ce service. Alors, on va le faire aujourd'hui. On répond à ces problématiques, encore une fois, pour desservir l'ensemble de la population québécoise partout sur le territoire. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. D'autres oubliés du ministre, les usagers du transport adapté, justement, qui nous l'ont dit, ils sont très inquiets de voir arriver, à cause de son projet de loi, une armée de chauffeurs à temps partiel et mal formés, et ils ont raison. Ils l'ont dit, ce service-là, le ministre l'a dit lui-même, il est donné actuellement par le taxi et les gens sont satisfaits. Est-ce que le ministre s'engage là, parce que c'est un véhicule taxi qui est utilisé, à réserver le transport adapté à l'industrie traditionnelle du taxi? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le député parle d'une armée. L'armée qui donne le service pour le transport adapté au Québec, ce sont les taxis. En grande partie, les sociétés de taxis font un excellent travail partout sur le territoire québécois. Dans les circonstances, rien le lendemain, on laisse croire que tout va changer et qu'il n'y aura plus de service sur le territoire. C'est complètement faux. Complètement faux. Si les sociétés font un bon travail sur le territoire présentement, il n'y a aucune raison que les municipalités, compagnies de transport ne signent pas d'entente avec ces sociétés. Ce qu'on leur dit aujourd'hui, on va protéger. Si on doit mieux l'écrire, on va le faire. On va le faire, Monsieur le Président, pour s'assurer encore une fois que le service soit donné partout sur le territoire. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Dans l'heure de l'engagement, Monsieur le Président, d'autres oubliés, des gens comme vous et moi, qui travaillent, qui vont au restaurant, au cinéma, qui prennent aussi le taxi. Leur problème, c'est qu'ils se déplacent en fauteuil roulant. La solution, un minimum de véhicules taxis adaptés, disponibles tout le temps. Ça a été dit hier, ça existe ailleurs. Est-ce que le ministre s'engage à amender son projet de loi pour imposer en tout temps un seuil minimal de 8 % de véhicules taxis en service pouvant accueillir les clients en fauteuil roulant? Un engagement, Monsieur le ministre, c'est pas dur. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je le mentionne encore une fois. Il est important pour l'ensemble des Québécois, les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées, qu'on puisse leur offrir un service partout sur le territoire québécois. Ils nous l'ont mentionné, c'est un service qui
malheureusement, peut être inégale sur certains territoires. Dans les circonstances d'abolir les territoires d'agglomération, c'est une des premières choses qu'on doit faire pour être capable de donner des possibilités aux compagnies de transport en commun, aux sociétés, aux municipalités, un service ou une concurrence additionnelle qu'ils n'ont pas présentement. Le député le sait très bien. Il y a 120 000 personnes qui ont besoin de transport adapté au Québec. Demain, on veut leur donner encore un meilleur service, être capable de leur donner leurs possibilités. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci pour votre collaboration, Madame la vice-présidente.